Monsieur Bakorski, vous êtes le président de l'Association française pour la réflexion et l'échange sur la formation, autrement dit AFREF. Alors, Monsieur Olivier, vous le faisiez comme une blague, mais c'est vrai que les acronymes, c'est bien de mettre des sous-titres dessus. Je ne me suis pas trompé sur votre titre, monsieur? Non, vous n'êtes pas trompé. Bon, heureusement que c'était écrit. Alors, ce que vous allez nous raconter comme histoire en 20 minutes chrono, ce qui est incroyable, c'est aux origines de la VAE, de la création au dispositif, aux évolutions induites par les précédentes réformes, c'est ça? On va essayer, et puis on va essayer de faire aussi un pas de côté. Parce que l'association que je préside, en fait, elle a été créée en 1961 par le directeur de la formation de Siemens, donc ça remonte, avec une double clé d'entrée. On était 2 ans après la réforme, après la loi Debré sur promotion sociale et émancipation. On a oublié ces choses-là, hein. C'est promotion sociale et émancipation. Et quand il crée la FREF, il a une double clé d'entrée, une double lecture. L'individu citoyen et l'individu travailleur. Et ce qui me meut dans ma carrière professionnelle, c'est cette double clé d'entrée. Et comment ne pas penser à la VAE en pensant à cette logique-là et de dire d'emblée qu'il n'y a pas de VAE sans individu et qu'au centre, il y a la personne et que pour la personne, un parcours de validation des acquis de l'expérience, c'est une double aventure. C'est une aventure sociale et c'est une aventure professionnelle. C'est une identité sociale qu'on acquiert et c'est une identité professionnelle qu'on peut valoriser, mobiliser, transférer. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Il ne faut surtout pas qu'on l'oublie dans une période où on est dans un adéquationnisme de plus en plus grand. Et vous le disiez tout à l'heure, emploi, formation. Je reprends le titre d'un livre de Lucie Tanguy d'il y a 30 ans, L'impossible adéquation emploi-formation. Et si on regarde les évolutions de système telles qu'elles sont depuis des années, on cherche toujours l'adéquation emploi-formation. Et si je lis le dernier rapport de la DARES ou de France Stratégie sur les métiers de 2030, la moitié des métiers sont inconnus aujourd'hui. Comment voulez-vous faire de l'adéquation emploi-formation quand on ne sait pas de quoi il retournera demain? Donc cette histoire de la validation des acquis de l'expérience, j'aime bien, vous m'excuserez, faire le pas de côté, parce que c'est aussi important de sortir des textes, parce que les textes, ils sont dans un contexte. Et ce contexte, c'est un contexte économique et politique, et qu'il ne faut pas qu'on oublie ces choses. J'ai une phrase de Bernard de Chartres que j'aime bien, « Nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants ». Ce qui veut dire quand même que si on ne sait pas d'où on vient, on a du mal à aller quelque part. J'ai une deuxième marotte, c'est Condorcet, rapport sur l'instruction publique de 1792, qui disait 2 choses. C'est il faut apprendre à tout individu à argumenter contre les puissants. Il faut apprendre à tout individu à argumenter contre les puissants. Est-ce qu'il y aurait d'un côté des gens qui raisonnent? Je m'adresse au pouvoir public. Et de l'autre côté, des gens qui croient. Est-ce qu'il y aurait d'un côté des maîtres et de l'autre côté des esclaves? Troisième phrase de Condorcet, il dit qu'il faut donner les moyens à chaque individu de sortir des fourches codines de l'école qui a enserré les personnes dans un cadre déterminé et donc apprenant à chacun à prendre du recul et à être son propre maître. Si je parle de ça, c'est parce que quand on parle de validation des acquis de l'expérience, on parle d'accompagnement. L'accompagnement, est-ce que c'est un accompagnement où on aide la personne à construire son propre projet et à être auteur? Ou est-ce qu'on accompagne la personne à construire un projet qui rentre dans le cadre de priorités déterminées par d'autres? Et à ce moment-là, on a un acteur. Pourquoi je parle d'acteur? C'est quoi un acteur? C'est quelqu'un à qui on écrit un rôle, à qui on demande de jouer ce rôle sous l'autorité d'un metteur en scène dans un cadre déterminé. Je sais, vous avez l'impression, mais où il veut aller? Il était censé parler de la VAE. Mais la VAE est un dispositif, mesdames, messieurs.
C'est un moyen utilisé dans un cadre politique déterminé, un moyen à destination d'individus et qui, chemin faisant, a évolué ce dispositif pour, et David Rivoire en parlera sans doute tout à l'heure, évoluer vers quelque chose et toujours dans cette tentation ultime, je caricature David, d'adéquation emploi-formation dont je continue à dire qu'elle est impossible. Donc, à quoi servirait une validation des acquis de l'expérience ? 1934, il y a 4 dates, hein, si je prends les 20 ans alors c'est même quasiment, on peut dérouler un PowerPoint, mais c'est simplement des dates et quelques phrases clés concernant les différentes étapes. 1934, ça ne nous rajeunit pas. C'est la première fois où on parle de validation des acquis de l'expérience, puisqu'on va permettre à des autodidactes, des auditeurs libres, des élèves par correspondance qui ont 5 ans d'expérience industrielle de se présenter à un diplôme, à un examen qui leur permettra d'être ingénieurs. Le premier exemple, en fait, de validation des acquis de l'expérience, c'est ça. 1934, permettre à des personnes autodidactes, etc., ce que j'ai dit tout à l'heure, à devenir ingénieurs. Cette première loi, ces premiers textes, en fait, ils vont évoluer en 75 et en 82, et ça sera le seul contexte qui sera un contexte de validation des acquis de l'expérience. On arrive dans les années 80, et je ne sais pas si vous vous souvenez, les années 80, c'est quand même une période compliquée. Les années 70, de chaque pétrolier, du chômage de masse qui commence à arriver, et puis à se dire, mais comment on fait pour permettre à des personnes de rentrer sur le marché du travail sans pour être autant passé par le cursus traditionnel d'une formation initiale ou de l'enseignement supérieur. Là, on va dire en 85, c'est la VAP 1. On va permettre à des personnes d'aller vers des diplômes de l'enseignement supérieur et exclusivement que de l'enseignement supérieur. 1985. Donc, pas besoin de diplôme pour aller dans l'enseignement supérieur. Il faut justifier d'un parcours et on va y aller relativement doucement. Je ne vais pas expliquer dans le détail. 1992, VAP 2, donc validation des acquis professionnels. On va éviter les acronymes. Validation des acquis professionnels. Là, on se dit, mais est-ce qu'on peut uniquement limiter ça à l'enseignement supérieur ? Et on va se dire, on va peut-être permettre une validation des acquis professionnels vers la formation initiale et notamment professionnelle, technologique. On ouvre le spectre et on va petit à petit permettre à des individus de valoriser leur parcours professionnel et chemin faisant de reconnaître que le travail est formateur. Mais on est quand même dans une logique de dispense finalement de formation, de reconnaissance, mais on reste dans un cursus qui est quand même un cursus traditionnel lié à la formation initiale. Donc 85-92, validation des acquis professionnels. Et arrive la fin des années 90, c'est un premier rapport, qui est le rapport de Michel de Virville, je crois qu'il à l'époque était le directeur des affaires sociales de Renault. Et lui, il va se dire, mais toujours adéquation, emploi, formation, qui est-ce qui est légitime pour déterminer les certifications utiles au marché du travail? C'est un débat qu'on continue à avoir aujourd'hui. Il semblerait que la loi de 2018 l'a tranché, puisqu'on dit que ce sont les branches professionnelles qui ont légitimité sur les validations professionnelles et que sans leur validation à elles, les branches professionnelles, aucune certification professionnelle n'existe. Le rapport de Virville en 1996, il dit à peu près ça. Il dit en fait il faudrait un grand répertoire par branche avec des certifications qui sont les certifications utiles et qu'on amène les salariés de ces secteurs-là qui n'ont pas de certification reconnue sur le marché du travail vers des certifications de branche reconnues. Et il parle d'un répertoire de compétences. Le mot compétence, il a du sens.
Pourquoi le mot compétence a du sens à la fin des années 90, puisque à Deauville, le MEDEF va parler pour la première fois de gestion par les compétences. Et y compris dans ce que disait le rapport Virgile, il disait qu'il fallait valider des compétences. On ne parlait pas encore à l'époque de blocs de compétences. Mais vous voyez que les mots commencent à prendre du sens et on va aller vers les plus petits dénominateurs communs. Et on verra que ce qui est écrit dans les textes, REVA ou autres, sur l'évolution de la VAE, peut-être qu'on va vers des plus petits dénominateurs communs que simplement la grande certification. Donc de Virgile, il écrit ça, mais le rapport de Virgile, il reste un peu sous le couvert et on ne va pas trop y toucher. Par contre, en 1999, Nicole Perry, alors c'est assez intéressant de voir qu'elle est secrétaire d'État à l'égalité, secrétaire d'État aux droits des femmes et à la formation professionnelle. C'est un intitulé quand même extraordinaire d'un ministère. Égalité d'État donc aux droits des femmes et à la formation professionnelle. Et elle aussi, elle va faire un rapport. Et dans ce rapport-là, elle va s'interroger sur la validation. Et non pas la validation des acquis professionnels, mais la validation des acquis de l'expérience. Ce qui change quand même là aussi notablement les mots. Et ce qui veut dire expérience, c'est toutes les activités bénévoles. C'est tout ce que vous faites en dehors de votre contrat de travail et de votre lien de subordination, si je puis me permettre, et que vous êtes un citoyen et qu'on peut aussi valoriser ces aspects-là. Mais la grande bataille de l'époque, quand j'ai parlé du rapport de Virgile, il préconisait un répertoire national des certifications. La grande bataille à l'époque, c'est que pour qu'une certification soit éligible à un parcours VAE, il y avait une commission d'homologation qui existait. Et cette commission d'homologation était purement et simplement une commission éducation nationale. Et donc, toute certification qui ne rentrait pas dans la logique, qui ne rentrait pas dans le périmètre de l'éducation nationale, n'était pas forcément retenue pour être la finalité d'un parcours de validation d'acquis. Donc la loi, le rapport Perry va se transformer, va s'inscrire dans la loi de modernisation sociale de 2002, loi de modernisation sociale. Là aussi c'est important quand on regarde les textes, quand on regarde les titres de la loi, on voit que l'histoire de la modernisation sociale, c'est quelque chose qui va être quelque chose de structurant et d'important en 2002. J'ai eu l'occasion la semaine dernière de voir Michel Blacher qui était au cabinet de Nicole Perry à ce moment-là. Et il me disait que ça avait été une bataille entre les différents ministères parce qu'il a fallu que le ministère de l'Éducation nationale accepte que d'autres ministères, et notamment le ministère du Travail, réfléchissent sur les certifications et que les certifications du ministère du Travail, notamment les titres professionnels, pouvaient devenir une finalité d'un parcours de validation des acquis d'expérience. Donc vous voyez qu'on a un univers qui a évolué, un individu qui reste au centre, un individu dont on valorise le parcours professionnel dans un premier temps, mais uniquement dans le cadre de l'enseignement supérieur, 85. C'est comme si ceux qui étaient infra-bac n'avaient pas d'expérience professionnelle et que celle-ci n'était pas reconnaissable comme ayant une valeur. On avance dans le système dans les années 92 avec l'ensemble de la chaîne supérieure au bac et infra-bac et on commence à donner du sens à tout ça. Mais dans ce que dit la validation des expériences en 2002, c'est cette double clé d'entrée, et j'insiste lourdement, identité sociale d'un côté et identité professionnelle de l'autre. Pour être membre de jury de VAE, je vois à quel point ça transforme la vie des personnes quand on reconnaît leur parcours. Je vois à quel point cette identité sociale est souvent celle qui est la plus appréciée et valorisée que l'identité professionnelle qui arrive dans un second temps. Alors, j'en arrive, c'est la fin de 2002, et après, depuis 2002, on a construit d'autres choses. C'est pour ça que je dis attention, il y a derrière chaque parcours un individu.
cet individu, il n'attend pas uniquement une reconnaissance professionnelle. Il attend d'être reconnu en tant que citoyen. Vous comprenez pourquoi? Pour moi, c'est important, la double clé d'entrée, citoyen et travailleur, même si c'est un mot qui aujourd'hui n'existe quasiment plus. Mais ça a une logique. Donc derrière ça, l'évolution 20 premières années, on a ça qui s'est mis en place. Les 10 années qui ont suivi, on s'est rendu compte que la validation des acquis d'expérience pouvait aussi être un outil collectif. Donc on crée une validation des acquis de l'expérience collectif et on fait un travail qui va avec. Et donc quelle est la place de l'individu et la reconnaissance de l'homme en tant qu'individu et de la femme en tant qu'individu dans ce cadre-là? Ou est-ce qu'on reste uniquement que dans le cadre d'une validation des acquis collectifs, dans le cadre d'un collectif de travail et dans le cadre d'un contrat de travail et d'un lien de subordination? C'est une question que je me pose. Et avec des évolutions en rapport à Rivoire, Kecha et à chaque fois j'oublie le nom de Soubien, je sais que c'est Yannick mais j'oublie Soubien, qui va donner quelques perspectives, et les expérimentations REVA portées par un financement public et notamment par les fonds du PIC, si je me souviens bien, plan d'investissement compétences, et ce plan d'investissement compétences, si on regarde au départ sa finalité, c'est principalement les demandeurs d'emploi. Donc la question que je me pose pour les années à venir, quid des personnes qui ne sont pas en difficulté professionnelle, quid des personnes qui ont envie simplement de valoriser un parcours, quid de l'individu lui-même, auteur de sa vie personnelle et professionnelle, et non pas uniquement acteur dans un cadre déterminé par d'autres. Et j'en resterai là.